Ok. Bon. On va commencer. Ok. Le séminaire Internomis. Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter un article qui faisait partie de ma thèse et que j'ai soutenu l'année dernière. Et c'était avec mes encadrants Guillaume Caron et Claude Pégard du MIS aussi et David Lara du Mexique. Bon, et en gros, le travail s'agit de concevoir la navigation robotique comme une séquence d'asservissement visuel photométrique. Okay. Et le contenu, c'est l'introduction. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est la navigation robotique basée vision. Après, le système qu'on propose pour résoudre la problématique présentée dans l'introduction. Après, il y a une étape d'expérimentation pour valider le système proposé. Et à la fin, les conclusions et perspectives. Bon. La navigation robotique basée vision, on peut la définir comme le déplacement autonome d'un robot depuis une pose initiale jusqu'à une pose finale en utilisant que la vision. En utilisant la vision pour guider le robot. Et normalement, il y a 3 étapes dans ce type de navigation. C'est la planification du chemin. Et on définit soit les poses clés ou les images clés. Et après, aussi, on fait passer un robot pour un chemin dans le schema, teach and repeat. Après, il y a la perception visuelle. On utilise la caméra. Et pour faire une correspondance entre l'information visuelle et un modèle, peut-être de la scène. Et après, la commande de déplacement. Okay? Donc, normalement, il s'agit de calculer la pose, estimer la pose à partir des images, ou sinon à partir de l'image désirée qu'on a. On fait une commande de déplacement. Bon. Normalement, il y a 2 types des approches pour la navigation basée vision. C'est le chemin visuel. Et le chemin visuel, il se fait normalement avec un humain, un opérateur, qui commande un robot. Mais le robot, il doit être sur place. Et aussi, il faut que l'humain impose un chemin que le robot doit suivre. Okay, et ça prend du temps parce qu'il faut être là dans l'endroit à naviguer et commander le robot, et le robot, il va naviguer. Donc ça, c'est l'étape teach. Et repeat, c'est que le robot doit suivre le même chemin. Et après, il y a une autre approche quand on a déjà un modèle, par exemple CAD 3D ou SLAM, ça dépend. Et par exemple, dans le cas de CAD en 3D, il y a des zones sans texture, okay, parce que ce n'est pas exactement fait pour un robot qui navigue. Il s'agit de la localisation dans chaque pose. Et ça prend un peu de temps. Et aussi, les données sont de différentes modalités. Donc, peut-être le modèle 3D ne contient pas les textures qu'on peut capturer ou acquérir avec la caméra perspective, par exemple. Bon, et pour résoudre la problématique, on a proposé un système qui n'utilise que sa caméra pour naviguer. Donc, on n'utilise pas le GPS ni l'odométrie visuelle, donc c'est que la caméra. Il génère un chemin visuel à partir d'un modèle préalable de la scène. Donc c'est ça le compromis. On ne va pas passer le robot, mais on aura un modèle de la scène. Et l'avantage de ça, c'est que si c'est un drone, par exemple, dans l'image, on veut traverser une ville, on peut prendre une image de Google Earth. Et vu que c'est à une
hauteur pertinente, on peut supposer que le modèle il est plein. Donc on va projeter l'image dans le modèle et bon, ça simplifie le problème. Et après, il est capable de naviguer à l'intérieur et à l'extérieur son GPS. Donc on ne change pas l'approche, c'est le même. Et oui, vu qu'il n'utilise que sa caméra pour naviguer, on n'utilise pas le GPS, on peut naviguer à l'intérieur aussi. Bon. La conception du système proposé. Dans le système, il y a deux parties très importantes, c'est le planificateur. Il va définir les images clés. Et dans les images clés, il y a la pose, mais de manière indirecte. Okay? Et il génère le chemin visuel. Donc le chemin visuel, c'est l'ensemble des images clés. Et après, on a le suiveur qui fait que se déplace le système, le robot en ce cas. Donc, il calcule les vitesses à partir de l'asservissement visuel photométrique. Donc, on a l'image courante, le robot par exemple ici. Bon. Ici, le drone il prend une image. Et il compare cette image courante avec l'image générée dans le chemin visuel. Et c'est comme ça qu'il se déplace. Ça, c'est le chemin visuel. Et ça, c'est tout le trajet qu'il doit faire. Donc, il commence ici, start pose, finit là-bas. Et le planificateur, il fait un échantillonnage d'ici là. Et après, il sélectionne les images clés. En gros. Bon. Je vais expliquer un peu l'asservissement visuel photométrique. C'est le même qui a utilisé Seif et aussi Julien, je pense. Bon, l'objectif, c'est minimiser l'erreur photométrique définie à partir d'une image courante et une image désirée. Dans ce cas, dans l'asservissement visuel photométrique, on utilise chaque pixel de l'image et on traite les images comme un signal. Okay? Et si la pose initiale est dans le domaine de convergence, le robot attendra la pose désirée. Okay? Donc ça, c'est le principe. Si on s'éloigne beaucoup, on ne va pas converger là-bas. On va converger dans une autre pose. Et bon, l'erreur photométrique, c'est ça. C'est la différence entre l'image à la pose courante et l'image à la pose désirée. Et la pose courante est définie en 6 degrés de liberté, donc 3 linéaires et 3 angulaires. Et après, bon, ça c'est l'image qui est composée par tous les pixels, et la fonction coût qu'on doit minimiser, c'est celle-là, c'est la norme L2 de l'erreur photométrique. Et pour minimiser l'erreur, on utilise cette loi de commande qui est là, et c'est la loi de commande Gauss-Newton. Et c'est pas la plus performante en fait, mais vu qu'il s'agit d'un robot, il faut que ce soit rapide aussi, okay? Parce que le robot bouge beaucoup dans l'air. Après, on a, bon, lambda, c'est le gain. Et ici, c'est le pseudo-inverse Monroe-Penrose de l'approximation de la matrice d'interaction de l'image désirée. Et bon, ça c'est l'image, l'approximation de cette matrice d'interaction est égale à la gradiente transposée fois la matrice d'interaction, mais d'un point de l'image X. Okay? Donc, en gros, ça c'est la relation entre le mouvement de la caméra et le mouvement de chaque point de l'image. Bon. Et en plus, on
on fait un traitement d'image avant. Ce traitement d'image, c'est la normalisation moyenne 0. Et ça nous permet de converger plus doucement. Ça, c'est ici. Dans la fonction Q, on voit que si on va converger vers la pose désirée, qu'elle est là. Et ici, on a des gradients plus fortes qui vont générer des accélérations non désirées dans un drone. Et vu qu'il s'agit d'un drone, ça c'est plus compliqué. Si c'était un bras robotique, il n'y a pas de problème ici. Mais vu que c'est un drone, c'est... Et ça aussi, la normalisation nous permet, comme vous voyez ici, de changer l'illumination globale de la scène. Okay? Donc, par exemple, cette image-là, c'est l'image désirée. Celle-là, c'est obscur, donc il est plus ombre. Ça veut dire qu'ici, on a réduit chaque pixel à une intensité fixe. Et après, ça change comme ça. Okay? Et après, on fait la normalisation de moyenne 0. Et c'est là, ici. Donc, on peut voir que les deux ressemblent beaucoup. Okay? Donc, même si c'est un peu ombre, si l'illumination change, on peut traiter l'image avec la normalisation moyenne 0. On peut résoudre ce problème-là. Et en fait, ça, c'est un problème de l'asservissement visuel photométrique. Si on change la luminosité, on ne peut pas converger pareil. Et aussi, on a beaucoup ces problèmes d'illumination dehors. Donc, c'est très pertinent, surtout pour les expériences à l'extérieur. Bon. Le planificateur. Pour arriver d'un point A à un point B, on trace une ligne droite dans le modèle et on fait un échantillonnage régulier dans le sens inverse de la navigation. Donc, si c'est de A à B, on commence par B, on fait l'échantillonnage et on prend la première image tant que clé. Donc, on va forcément arriver là-bas. C'est le but. Et on la considère comme image clé et après on calcule la fonction Q entre cette image et la dernière image clé et l'image courante dans le sens inverse de la navigation. Et avant que la dérivée de la fonction Q change, ou le signe change, on va prendre cette image-là et on va la considérer comme clé. Et on va faire la même chose pareil jusqu'à arriver à la première image, que c'est la dernière image de l'échantillonnage. Donc ça, c'est généré à la pose initiale. Okay? Donc, et en fait, tout ça, c'est pour ne pas diverger, éviter de diverger, mais aussi prendre des images clés les plus éloignées possibles. Et l'autre partie, c'est le suiveur. Et bon, ici, on fait l'asservissement visuel, ici, dans l'étape de la commande. Et on compare l'image courante acquise par le drone contre l'image clé courante aussi, parce qu'il y a plusieurs normalement dans le chemin visuel. On les compare une par une et une fois qu'on a convergé, après on va mettre à jour ici Key Image Update, on va asservir l'image désirée prochaine ou l'image clé prochaine. Bon, l'étape d'expérimentation. Il y a deux types d'expériences. Le positionnement, que c'est l'asservissement visuel photométrique, mais il y a de nouveau un truc, que c'est que les images clés qu'on a sont des images de synthèse, donc elles sont générées à partir d'un modèle. Et donc on peut dire ça que c'est un asservissement visuel photométrique hybride, okay, parce que normalement les deux images sont, l'image courante et l'image désirées sont acquises au même endroit, mais dans notre cas, non.
Et il y a trois expériences. Il y a deux à l'intérieur, nominal et perturbé. Donc perturbé, on a mis un ventilateur, okay, pour simuler des vents. Et on a une autre tâche à l'extérieur. Et pour la navigation, c'est fait à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça, cette partie-là, navigation, c'est la partie plus importante, pertinente. Et bon, ici, vous voyez les deux scènes qu'on a utilisées. Si c'est à l'intérieur, positionnement ou navigation, c'est dans une salle. Et ici, c'est une bâche qu'on a imprimée, on a collée dans le sol. En fait, c'est la ville d'Amiens, ici. Et à l'extérieur, pour la tâche de positionnement, c'est là, c'est derrière l'école d'ingénieur, ici. Et à l'extérieur, la navigation, c'est en dessus du parking de campus, donc de l'université à Amiens. Bon, pour les expériences, hop, ici. Je vais vous montrer une vidéo des expériences. Rapidement. Ça, c'est la navigation à l'intérieur. Donc ici, c'est le chemin visuel composé par 11 images clés. Okay, donc on va partir de ici, on va arriver là. Et bon, on va commencer. Ah, voilà. Ici, vous voyez l'évolution de la fonction Q et à chaque fois qu'on a servi une image clé, l'image clé change. Donc on fait l'aller-retour plusieurs fois. Et pour la navigation à l'extérieur, c'est là, en dessus du campus. Et le chemin visuel est composé par 5 images clés. Voici. Et la distance du chemin, c'est de 8 mètres. 8 mètres. OK. Et ici, c'est l'image courante. Ça, c'est l'image courante acquise par le drone. Ça, c'est l'image clé courante. Donc, ça va changer à chaque fois qu'il converge. Donc, ça, c'est l'état, servoing, hover, servoing, hover. Et ça, c'est l'image de différence qui évolue à chaque fois. Et il converge et là, il diverge. Bon, il va. Oh non, ça, il converge encore. Et à la fin, il ne converge pas dans l'image clé désirée. Et le résultat, c'est que on a fait la navigation à l'intérieur avec aussi un modèle texturé de la scène avec une image satellite. Et le chemin est composé par 11 images. On a fait 2,5 aller-retour. Et sont 4 images clés ont été asservies. Et ça fait une distance de 2,7 mètres. Donc, bon, c'est pas beaucoup à l'extérieur, mais à l'intérieur, vu que c'est en échelle, c'est bien. Et après, à l'extérieur, c'est pareil. Sauf que la scène ne correspond pas exactement à ce qu'on a dans le modèle. Donc ici, on a imprimé la même image de référence dans le sol. Et ici, c'est un cas plus réel. Et le chemin, il est composé par 5 images clés. On a fait l'aller-retour. Et 10 images clés ont été asservies. Donc ça fait aller-retour. Et ça fait 16 mètres. Et après,
en conclusion, le système est capable de naviguer son GPS à l'intérieur et à l'extérieur. On était le premier à utiliser les images de synthèse pour l'asservissement visuel photométrique. Donc, on a validé l'approche de l'asservissement visuel photométrique hybride. On a fait la navigation la plus longue à notre connaissance, à l'époque, il y a un an, en utilisant un asservissement visuel direct. Donc ça fait 16 mètres. Et à futur, on voudrait implémenter un planificateur de chemin en 2D, parce que ça c'était que la ligne droite, donc en 2D ou 3D. Et aussi ajouter une étape de localisation, peut-être avec l'apprentissage profond, pour se repérer au début de la navigation, parce que normalement on se place plus ou moins où on croit que c'est la proche de l'image, première image à clé, et après on démarre la navigation. Mais sinon, ce sera intéressant aussi, ajouter cette étape. Et les références. Et merci. Oui. Je voudrais que vous précisiez quel est l'intérêt d'utiliser des images de synthèse. Quelle est la motivation? J'aimerais avoir. Ah, ok. Bon, vu qu'on ne va pas utiliser le GPS, on a besoin de naviguer. Ok. Donc, l'intérêt, c'est soit on fait un parcours avant, mais on a besoin d'être là-bas pour faire l'aller et capturer toutes les images clés. Mais sinon, on télécharge une image de Google Earth et on construit le modèle à partir d'une seule image. Donc ça, c'est l'intérêt, définir le chemin visuel. Une autre question? J'en ai une sur la localisation. Qu'est-ce que tu peux dire en localisation? Bon, ça c'est une perspective. Je voudrais faire un apprentissage profond, comme PoseNet, que c'est le... C'est pour localiser Oui, le robot oui, à la première image courante. faudra qu'on discute, je crois qu'on l'a fait. Ah, ok. On a travaillé un petit peu dessus. Ah, ok. On utilise la mise en correspondance Google Earth et images, le drone, pour la localisation et pour le... Avec GPS ou sans GPS? Alors, on peut le faire avec les deux. Mais avec GPS, ça raffine le positionnement du GPS. En fait. Ah. On gagne plus en précision. Et sans GPS, c'est un peu plus compliqué. Ok, parce que ça m'intéresse sans GPS, parce que toute l'approche c'est sans GPS. Donc, et pourquoi justement sans GPS? Alors qu'en extérieur, oui, on y a accès, normalement. oui, parce que c'est pas assez précis pour nous, pour les militaires, oui. Et parce qu'on ne dépend pas d'un autre système extérieur, donc ça c'est autonome, ok, en soi c'est autonome. Et parce que le même approche, il est convenient à l'intérieur et à l'extérieur, donc pour les deux cas. Compatibilité? Oui, c'est ça. Une dernière question. Quand tu as dit que c'est compatible en extérieur et à l'intérieur, mais les essais qui ont été faits en intérieur ne représentent pas un bâtiment en intérieur, mais une partie qui représente l'extérieur. Oui, oui, mais ça peut... Oui, c'est vrai. Mais si la scène ou le sol il est texturé, on peut le faire aussi. Le problème c'est que la plupart du temps, le sol à l'intérieur a une texture homogène ou répétitive. Donc idéalement c'est à l'extérieur. Et donc si le robot va passer d'une navigation extérieure à l'intérieur, il peut pas, c'est faisable d'utiliser, par exemple, si dans sa chambre, il voit les chaises après la table, il peut continuer ce projet en utilisant le même. Ok. Pour ça, si on a un modèle de l'intérieur, ok, fait à partir de SLAM, disons, on doit éviter les chaises et les tables parce que ça va changer beaucoup les scènes. On n'a pas prouvé ça, mais bon, ça c'était envisagé aussi. Mais le problème c'est que dans la scène 3D,
ça va changer beaucoup la gradient. Si on assume du départ que c'est une ville et que l'auteur est très pertinente, même les bâtiments ne vont pas changer beaucoup. Mais s'ils changent beaucoup, ça va risquer de ne pas converger. Merci encore. Merci. Dernière présentation.